Je peux vous demander de prendre vos places. Good evening, welcome everybody. Quelques instants, le temps que les gens s'installent. Bonsoir. Les autres ne pensent pas comme nous. Ça va être la devise de notre soirée. C'est très sympathique que vous soyez là pour cette rencontre levée de fonds, en fait. Voilà, pour UWC. Je m'appelle Alex Taylor, je suis journaliste européen. C'est mon plaisir d'être l'animateur de cette rencontre. Je suis content d'être là. Rencontre au cours de laquelle nous allons rencontrer des étudiants de UWC qui vont nous faire leur témoignage. Vous pouvez leur poser des questions, il y a beaucoup de choses à savoir. Nous avons quelques témoignages aussi sous forme de film. Nous sommes ravis d'avoir avec nous Maurice Gourdeau-Montagne, que je vais griller sur le feu dans quelques instants. Pas tout de suite, Maurice, s'il vous plaît, restez là. Et vous aurez aussi l'occasion, je viendrai avec le micro, vous pouvez lui poser aussi beaucoup de questions. Je suis ravi de demander à la présidente du WC France, Béatrice Trébaol, que vous pouvez applaudir, comme ça va la mettre en forme. Vous allez faire des propos de lancement pour lancer cette très belle soirée. Absolument. Alors je voudrais démarrer par vous remercier tous d'être présents ici ce soir. Merci de votre présence et de votre confiance aussi. Je voulais vous dire quelques mots avant de démarrer la conférence par Maurice et avec Alex, pour vous dire qui nous sommes, UWC, United World College. Nous sommes un réseau en fait de lycées en internat dans 18 pays où des jeunes du monde entier apprennent, passent le bac international, étudient le bac international. Et c'est une école, comme je l'ai dit, où il y a énormément de pays représentés, puisque sur 200 élèves par établissement en moyenne, nous avons environ 100 nationalités présentes. Mais ce n'est pas la seule particularité des UWC, sinon ça serait, on pourrait dire, une école internationale un peu comme les autres. La particularité de UWC, c'est que 86% de nos étudiants sont boursiers. Donc l'argent n'entre pas en ligne de compte, ce qui fait qu'on a une énorme diversité sociale, en plus de la diversité internationale. Et donc ces jeunes vivent au quotidien en permanence avec des personnes qui ne pensent pas comme elles, qui viennent d'horizons différents, et donc de cette diversité à 360 degrés. Ils sortent donc de leur zone de confort. Et ils sont confrontés à cette différence telle qu'ils apprennent à comprendre le monde concrètement, non pas par les journaux, mais par leurs amis au quotidien, tous les jours, et ce, pendant 2 ans. Tous ces jeunes sont sélectionnés par UWC par un concours extrêmement sélectif. Un concours qui est basé non seulement sur le niveau académique, bien sûr, c'est une école, mais aussi sur leur potentiel d'engagement. On regarde leur altruisme, on regarde leur talent, on regarde leur curiosité intellectuelle. Tous ces éléments qui ne sont pas si simples quand on doit sélectionner des jeunes. Et UWC, pendant 2 ans, va les former à la compréhension interculturelle, au libre arbitre, à penser autrement, à la prise de responsabilité sociale, et va développer ce potentiel qui a été détecté en eux par ce concours sélectif. Alors, après avoir obtenu leur IB à UWC, nos jeunes vont étudier dans le monde entier. 1/3 de nos Français reviennent en France. 1/3 va étudier aux États-Unis grâce à un grand philanthrope américain dont on parlera un peu plus tard. Et 1/3 va étudier en Angleterre, au Canada et aux Pays-Bas. Donc voilà où vont nos anciens élèves. Mais tous, comme vous allez le voir, ont quelque chose en commun, c'est qu'ils sont des citoyens du monde. Parce qu'à UWC, le fondement de la pédagogie, c'est que les autres ne pensent pas comme nous, ce qui est le thème de ce soir. Merci beaucoup, Béatrice, pour cette introduction. On va vous retrouver dans quelques instants, à la fin de notre présence ici sur le plateau en tout cas. C'est mon plaisir, c'est maintenant que j'invite donc Maurice Gourdeau-Montagne, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Alors, Maurice
Maurice, j'étais tout à l'heure au drugstore des Champs-Élysées. Votre livre se vend très bien au drugstore, je peux vous le confirmer. Donc c'est le signe comme quoi ça marche. Les autres ne pensent pas comme nous. On a trouvé que ce serait une bonne idée de vous inviter parce que c'est tout à fait la philosophie de UWC. Moi, je m'intéresse beaucoup aux langues. J'ai envie de vous poser une question, tout ça, parce que j'ai vu que vous parlez énormément de langues. Vous parlez l'ourdou, le hindi. Je vous ai entendu parler allemand. Il dit Vergangenheitsbewältigung, comme un allemand. Vous avez un don pour les langues. Est-ce que les autres pensent comme nous? Est-ce que c'est parce qu'on ne parle pas leur langue, qu'on ne comprend pas nous, qu'ils peuvent penser autrement? Est-ce que c'est à cause de leur langue qu'ils pensent différemment de nous? Je crois que vous touchez un point tout à fait essentiel. Les autres ne pensent pas comme nous, c'est pas une révélation que j'ai eue, mais c'est au contact de gens différents, avec lesquels je me suis senti bien, que je me suis dit, mais après tout, est-ce que je ne me suis pas plus moi-même au contact de gens qui sont différents de moi? Et je me rappelle un premier séjour que j'avais fait à l'époque, il y a plus de 50 ans. C'était en Allemagne. On avait l'impression, en allant en Allemagne, à Fribourg-en-Brisgau, d'être très 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 loin. Bon, on ne sortait pas beaucoup de chez soi. Et j'avais été là avec des Japonais, des Italiens, des Brésiliens, etc. Et je m'étais dit, mais c'est extraordinaire, comme je me sens moi-même au milieu de cette différence. Et ils tous parlaient effectivement des langues étrangères. Et mon premier patron, qui était l'ambassadeur André Ross, qui était un homme admirable, m'avait dit, vous savez, Maurice, faites bien attention, les Allemands ne sont pas des Français qui parlent allemand. J'avais trouvé cette réflexion pleine de bon sens, mais en même temps très forte, parce que oui, la langue détermine la vision que nous avons du monde, la vision que nous avons de l'espace, la vision que nous avons de pensée plus concrète, la vision du temps. Le système verbal dans les langues fait la personnalité d'une langue. C'est très complexe. Alors j'ai effectivement tâté de beaucoup de langues, j'en parle certaines. Je ne prétends pas mettre dans mon CV notion de, parce que notion de ou rien, c'est pareil. On parle ou on ne parle pas. Mais en l'occurrence, c'est à ce contact-là que j'ai découvert l'intérêt des langues. Et on est donc ici pour une soirée des autres qui ne pensent pas comme nous à UWC. Je crois que c'est absolument fondamental. Cette découverte des autres passe par la découverte de la langue qu'ils parlent, quand on le peut. Et je trouve que dans notre pays, le regain d'intérêt pour les langues est quelque chose de très nouveau qui n'existait pas précisément il y a 50 ans. On était entre Français. Mais vous êtes un peu taré parce que vous êtes intéressé. Vous avez appris, par exemple, l'ourdou et le hindi aux Langso. Pourquoi cette fascination pour ces langues qui ne sont pas les plus faciles ou les plus proches? Ce sont des langues proches, parce qu'on ne va pas faire un cours de langue, mais ce sont des langues indo-européennes, donc ce sont des langues dont la syntaxe nous est proche. Non, j'ai fait ensuite par hasard, parce que la vie est un long hasard, et il faut souvent pousser au hasard, et mes parents m'ont poussé à aller en Inde. J'avais 21 ans, ils m'ont dit, écoute, tu as un été où tu n'as rien à faire, tu n'as pas de concours à la rentrée, va en Inde, ça t'occupera, intelligemment. Bon, j'étais toujours très occupé l'été, mais en l'occurrence, ça m'embêtait un peu, donc je suis allé en Inde. Et je suis revenu absolument fasciné. Fasciné par le fait que je rentrais en contact avec une civilisation débordante, profonde, qu'on était totalement incapable d'embrasser, et je me sentais, et je le dis dans mon livre, comme une goutte d'eau dans l'océan. Et en rentrant, j'ai décidé d'apprendre le hindi. Mais on ne pouvait pas apprendre le hindi sans apprendre l'ourdou. Et j'ai découvert, là, à nouveau, la confirmation de ce que j'avais vécu la première fois dans ce séjour en Allemagne, avec tous ces étudiants étrangers. J'ai découvert quelque chose dont la clé m'a été donnée par un ami avec qui j'en parlais, qui m'a dit, mais tu sais, nous sommes tous, autant que nous sommes, comme le négatif photographique. Nous sommes un négatif photographique. Et puis quand on se trempe dans la différence avec les autres, c'est comme quand on trempe le négatif dans un bain argentique. On ressort ensuite ce négatif, positif, et on voit qui on est. Eh bien, j'ai vécu cela, ce contact en Inde et celui-là. Et je pense précisément que cette vie dans la différence, je reviens là-dessus, vous fait comprendre qui on est et approfondir qui on est. Mais je poursuis avec mon thème, comme quoi vous êtes taré, parce que vous êtes allé, j'ai lu votre livre, vous êtes allé aussi au Japon, vous êtes complètement plongé, vous avez monté par exemple sur le mont Fuji tout seul pour admirer le soleil, le pays du soleil levant. Et vous vous êtes jeté dans un pays, vous dites vous-même, en vous envoyant en poste au Japon, vous dites mais pourquoi moi, je ne connais pas le Japon, et vous êtes... Est-ce que ça fait partie de la curiosité de ceux qui veulent savoir pourquoi les autres ne pensent pas comme nous?
Je crois que ça a été dit par Béatrice tout à l'heure. La curiosité est un élément essentiel de la vie. Si on est curieux, tout est intéressant et on découvre et on avance. Et au Japon, j'ai découvert, comme je l'ai fait d'ailleurs dans la plupart des postes où j'ai été, l'intérêt de passer par les rites initiatiques qui sont ceux d'un pays. Monter au mont Fuji, 3776 mètres. On peut commencer d'en bas, mais on peut commencer, il y a des stations intermédiaires. Moi, j'ai commencé autour de 1800 mètres, quelque chose comme ça. Je suis monté la nuit, 7 heures de marche, dans le sable, c'est du sable en fait, le sable volcanique, dépassé par des patrouilles de l'armée d'autodéfense japonaise qui allait plus vite que moi, qui faisaient ça en courant, qui redescendaient, qui remontaient. Et je suis arrivé là-haut et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Je suis arrivé, c'était la nuit, il y avait une guérite qui était fermée. Et à un moment, la guérite s'est ouverte, il était 2 heures du matin, je venais d'arriver, j'étais épuisé. Des soupes de miso bien chaudes étaient servies, qui coûtaient la peau du dos, mais c'était le meilleur miso que j'ai bu de ma vie. Et ensuite, je voyais des Japonais qui arrivaient, et par équipe de 10 ou 12, avec un bâton, une clochette au début, comme des pèlerins, ils se sont postés, ils ont mis des appareils photos sur des trépieds, et ils ont attendu le lever du soleil. Et j'ai vu, avec les Japonais au soleil levant, le lever du soleil, une petite épingle rouge qui se pointait à l'horizon, et j'ai entendu les cris de ferveur des Japonais. Et si on n'a pas fait ça, donc je ne serai jamais japonais, je suis un Français, mais si le fait d'avoir été au contact de ces Japonais à ce moment-là, me faisait comprendre ce qu'était une ferveur collective d'un peuple qui a développé une civilisation extrêmement raffinée, etc., qu'on ne va pas décrire maintenant, mais j'entrais là-dedans. Et je pense que c'est un rite de passage. Et après, quand je disais aux Japonais que j'avais été effectivement au lieu du soleil au Fuji, j'étais des leurs. J'étais des leurs. Et c'est ça, il faut essayer de se faire admettre et accepter ce type de rite. Vous étiez aussi sommelier du saké, apparemment. J'ai été fait sommelier d'honneur du saké, Meiyokiki Sakeshi. J'ai prêté serment de promouvoir le saké, effectivement. Ça fait partie des rites de passage. Je crois que ça vaut pour tout un chacun qui habite, beaucoup d'entre vous ont vécu à l'étranger, beaucoup d'entre vous se sont prêtés à ce genre de pratiques locales. Je vais par exemple participer jeudi qui vient au concours international du meilleur boudin à Mortagne-au-Perche, organisé par l'Académie des gouttes boudin de Mortagne, dont le grand maître m'a invité, j'en suis très honoré. J'espère, je verrai s'il y a des étrangers, j'espère que des étrangers à la France, des gens qui vivent chez nous, sont admis déjà ou seront admis, parce que c'est une manière d'entrer dans notre culture. Il faut se précipiter dans la culture. Il y a la partie théorique d'un pays, il y a la partie des comportements, et puis il y a la culture. Le Bouddha, en tant que quelqu'un, vous avez peut-être entendu, si vous ne me connaissez pas, que je suis britannique d'origine, mais je vis dans votre pays depuis 44 ans. Le Bouddha est quelque chose que je n'ai pas encore tout à fait... c'est une guerre que nous avons depuis 1000 ans. J'ai d'ailleurs une femme anglaise, et la question des abats est un grand sujet qui n'a jamais été résolu. Mais bon, c'est un autre sujet. Est-ce que vous avez converti aux baked beans? Parce qu'il y en a dans le coccinelle de Nogero-Rotrou. Donc voilà, c'est ça l'Europe. Justement, parlons de l'Europe, parce que souvent, le fait de parler la langue d'un autre pays, parce que je vous ai entendu parler allemand, j'ai vécu moi-même 10 ans à Berlin, donc vous parlez allemand sans accent. Est-ce que ça vous a permis de rentrer, parce que vous avez été ambassadeur en Allemagne, et plusieurs chapitres très intéressants sur ce processus que j'ai cité tout à l'heure, les Allemands, justement, ont un mot, parce que les autres ne pensent pas comme nous, parce qu'ils ont des mots que nous n'avons pas, le Vergangenheitsbewältigung, la maîtrise de son propre passé, c'est un processus. Est-ce que c'était facile de rentrer? Pourquoi vous vous êtes intéressé à la langue allemande? Je me suis intéressé à la langue allemande parce que, à ma génération, les fils de familles bourgeoises apprenaient l'allemand. C'était la langue de la science, c'était la langue de la philosophie, la langue de la littérature, la langue de l'ennemi. Bon, j'ai vécu dans une famille où il y avait beaucoup d'officiers et tout le monde parlait l'allemand. Tout le monde s'était battu à chaque génération contre les Allemands, mais on parlait l'allemand. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins l'allemand. Mais apprendre l'allemand et connaître bien l'allemand m'a permis d'entrer dans ces coopérations. J'ai été nourri du lait de la réconciliation avec l'Allemagne, je le raconte. J'ai également été imprégné, au moment de la réunification de l'Allemagne, où je me trouvais en poste à Bonn, de cette tragédie allemande. Les Allemands ont dévasté l'Europe, les Allemands ont détruit l'Europe, mais les Allemands ont fait ce miracle, qui était d'abord de se réconcilier avec l'ensemble des peuples d'Europe. Et
en 1989, de retrouver la partie perdue d'eux-mêmes. J'ai vécu, et je le raconte dans le livre, des moments absolument inouïs où je me retrouvais avec un groupe d'Allemands qui m'avait invité, j'étais seul, et ça c'était d'ailleurs la plus belle gratification qu'on peut avoir en tant qu'étranger, c'est d'être invité comme seul étranger dans un groupe où il n'y a que des locaux. Et j'aimerais aimer dans un petit coin, et ses amis allemands, c'était avant le vote du 18 mars qui a élu un parlement pan-allemand où la CDU l'a emporté, et qui a donc précipité la réunification. Et ces Allemands qui étaient là réfléchissaient au drame qu'ils vivaient. Cette réunification pourrait être un drame parce que est-ce que les démons de l'Allemagne réunifiée n'allaient pas revenir du fait de cette réunification? C'est très très fort. La conscience des Allemands, de leur passé, des fractures, de tout ce qu'ils ont vécu, des séparations. J'ai vécu aussi ces émissions de télévision où on voyait les retrouvailles de gens qui avaient 40 ans, qui s'étaient perdus dans les treks lorsque les Allemands ont été chassés des terres de Pologne et de Prusse orientale qu'à la fin de la guerre ont été donnés aux Polonais. Ces Allemands, qui étaient des millions, étaient poursuivis par l'armée soviétique. Les enfants, quelquefois, étaient perdus en route parce qu'il fallait aller vite, l'armée soviétique arrivait. Et cet enfant était ensuite adopté, puis disparu. Bon. Et là, la télévision allemande mettait en contact des familles et des enfants qui ne s'étaient pas revus. Toute l'Allemagne pleurait. Et donc, j'ai vécu des choses, les Allemands sont pudiques. Et il faut rentrer dans la pudeur, quelquefois, mais avec délicatesse. Parce qu'il faut essayer de comprendre, là aussi. Ils n'en parlent pas, on en parle le soir, un peu tard. Je sais qu'il y a des Allemands dans la salle. J'espère qu'ils seront... Je ne sais pas ce qu'ils penseront de mon propos, mais j'ai eu cette démarche qui est nécessaire d'essayer de comprendre quelles sont les émotions collectives d'un peuple. Et ça, c'est une chose que je voudrais ajouter. Quand j'étais à Londres, j'ai rencontré un jour un professeur de Cambridge, le professeur Julian Jackson. Vous le connaissez sans doute, il a écrit un livre très intéressant sur le général de Gaulle, qui s'appelle Une certaine idée de la France, qui est un très très bel ouvrage, très épais, très documenté. Et il a écrit un premier ouvrage qui s'appelait The Fall of Europe, traduit, mais surtout en anglais, très très bien vendu en Angleterre. Et je lui dis, mais comment se fait-il que vous ayez raconté ce livre sur la chute de l'Europe, qui traite notamment de la résistance dans les pays d'Europe et de la résistance en France? Il me dit, mais vous savez, c'est essentiel que nous racontions au public britannique qui ne sait pas ce que c'est que l'invasion et l'occupation étrangère, et comment on monte la résistance pour chasser les occupants, leur dire comment ça se passe et ce qu'il y a dans les têtes. Et ça, c'était pour moi une vraie révélation aussi. Et il appelle ça la mémoire collective émotionnelle. Chaque peuple porte avec lui une mémoire collective émotionnelle. Vous pouvez d'ailleurs ce soir vous amuser à penser ce qu'est la mémoire collective émotionnelle de tel ou tel. On a celle des Allemands, il y a celle des Britanniques, il y a celle des Italiens, etc., etc., des Américains. Chaque peuple a une mémoire collective émotionnelle. Je crois qu'elle nous guide. Et précisément, j'y reviens, quand je fréquente des jeunes qui sont sortis du WC, ils ont appris pendant ces 2 années à vivre avec des jeunes gens et des jeunes filles qui portent une mémoire collective émotionnelle reçue de leurs parents, de leurs grands-parents, des histoires de leur peuple, de leur nation, de leur culture. C'est ce qui les façonne, et c'est à partir de là qu'il faut essayer d'apprendre à vivre ensemble. Alors, j'ai lu votre livre, il n'y a qu'un seul pays où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je trouve que vous êtes beaucoup trop tendre, c'est le mien, d'origine. Je crois que vous étiez tombé sur le charme de la reine, tout simplement, parce que, comme les Britanniques font, parce qu'ils sont très doués pour la diplomatie, donc elle vous a reçu, vous étiez complètement sous le charme, donc votre jugement n'est pas très objectif après sur tout ce qui touche le Royaume-Uni. Et vous êtes marié aussi à une Anglaise, ce qui peut-être n'arrange pas les choses non plus. Ce qui n'arrange pas les choses, non, ce qui n'arrange pas les choses, qui me rend un peu biaisé dans mon approche. Non, évidemment, bon, rencontrer la reine, quand on vient présenter ses lettres de créance, c'est la première. Je l'avais déjà vu une fois, justement, je le lui ai rappelé. Je présente ses lettres de créance. Justement. Et alors, j'avais préparé, parce qu'il faut, avec la reine, il faut naturellement garder une distance, qu'elle fait d'ailleurs garder elle-même. Donc on était reçus à l'époque dans 20 minutes, par elle, debout, dans un salon rond. Et bon, j'étais en uniforme, je m'étais fait prêter un uniforme qui est encore en vigueur, je suis sans doute le dernier à avoir fait ça, mais heureusement, aucune photo de cet uniforme. Parce que sinon, en commençant à Londres avec un uniforme, je serais passé pour je ne sais pas quoi. Mais, et en l'occurrence, la reine, qui connaissait extrêmement bien tout ce que j'avais pu faire dans ma vie, avec qui était ma famille, mes amis, etc., très documenté, très professionnel. D'abord, je me dis, mais combien d'ambassadeurs a-t-elle vu passer? Des centaines et des centaines. Bon. Elle avait eu déjà 15 premiers ministres. Elle était reine depuis l'année de ma naissance. Et puis à un moment, j'avais préparé ça,
Il se trouve que la reine était venue en France en 1992 et j'étais officier de liaison pour la visite avec, pour la presse de la cour royale. Et nous étions allés à Blois et à Bordeaux. Et à Blois, pour aller à Blois, nous avions descendu par le TGV à Vendôme. Et je lui dis, Madame, les Français admirent énormément votre connaissance de notre pays, de sa culture. Et est-ce que vous vous souvenez, quand vous êtes venu en France, il y avait des Français le long des routes entre Vendôme et Blois pour vous acclamer, pour vous saluer? Il me dit, oui, je me souviens très très bien. Je dis, Mam, il n'y a que deux choses qui font sortir les Français de leur ferme un peu reculée par rapport à la route. Il y a le Tour de France et la Reine. Et ça lui avait fait plaisir, voilà. Mais j'étais prudent, j'avais testé ma petite histoire avant avec le Lord Chamberlain de Buckingham Palace. Je vous pose une question parce que ça m'intéresse beaucoup. Le Brexit est une vaste erreur. Alors là, c'est justement les autres ne pensent pas comme nous. Je sais que beaucoup de Français auraient voulu que le Brexit se passe comme ils l'entendaient, beaucoup d'Européens d'ailleurs. Les Britanniques ont décidé autrement et personne ne les a forcés à le faire. Moi j'ai ma théorie sur le sujet, je crois que la psychologie des Britanniques est liée à leur histoire, et l'histoire du Royaume-Uni, c'est l'histoire d'un pays qui est vainqueur. Depuis 1815, depuis Waterloo, les Britanniques ont toujours été du côté des vainqueurs. L'Union européenne et le projet politique européen, je ne parle pas du marché unique, ont été créés par ceux qui avaient perdu la guerre, c'est-à-dire les Allemands, les Italiens, le Benelux et les Français qui ont perdu la guerre en 1940 pour revenir ensuite à la table des vainqueurs. Mais nous sommes parmi les perdants de la guerre. Et donc il fallait trouver quelque chose qui, je dirais, qui recrée un modèle politique, un projet politique nouveau pour l'Europe et pour le continent. Les Britanniques ne partagent pas cette expérience historique. Et donc pour eux, dès le début, il y avait un défaut, une paille, un peu comme une paille dans l'acier, sur ce projet européen. Et donc je n'ai pas été surpris, ayant vécu à Londres dans ces fonctions, en rencontrant beaucoup de monde. Je n'ai jamais rencontré un officiel anglais qui soit pro-européen. Je crois que congénitalement, les Britanniques sont du côté des vainqueurs, ne sont pas du côté du continent. En revanche, là où on est allé sans doute trop loin, on le voit aujourd'hui, c'est que nous partageons un même destin par la proximité, par les échanges, par beaucoup de choses que nous avons en commun et que je raconte dans le livre. Je crois que, s'agissant de la France et du Royaume-Uni, la proximité culturelle est considérable. Les messages reçus du Royaume-Uni à tous les niveaux, après l'incendie de Notre-Dame, sont sans doute les plus bouleversants qu'on ait reçus. C'est comme si cette Notre-Dame était une cathédrale qui est brûlée en Angleterre. Enfin, c'était tout à fait étonnant. Donc il y a une proximité, mais en même temps, les Britanniques, c'est autre chose. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, parce que ça vient de sortir, donc il y a eu beaucoup de choses qui sont passées l'année dernière. C'est une de mes dernières questions. Après, je vais vous donner le micro, parce que je suis sûr que vous avez des questions aussi. On sent un peu qu'avec ce repositionnement du monde qui est en train de se passer avec la Chine, pour en parler beaucoup, nous, en Europe, est-ce qu'on a une chance surtout après le Brexit, est-ce qu'on a une chance de peser encore dans ce monde, ou est-ce qu'on est des has-been et que le nouveau monde qui nous attend, c'est un monde complètement différent? Et si vous pouvez répondre à ça en 2 minutes, je vais pouvoir donner le micro à la salle. Non, je pense que nous avons passé derrière nous la belle période qui a été celle de la globalisation, de la mondialisation, de la fin des barrières. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui, à nouveau, où les pays se replient sur eux-mêmes, où s'érigent des barrières infranchissables, que ce soit des barrières douanières, mais que ce soit des barrières de circulation des personnes. Donc, il va falloir travailler ensemble dans un monde beaucoup plus contracté, beaucoup plus crispé. Et ce que nous voyons suite à la guerre en Ukraine est une espèce de catalyseur de ces fractions qui étaient déjà sous-jacentes, parce que le monde a changé, le monde que j'ai connu. Moi, j'ai commencé à travailler sous la guerre froide, hein, donc ça a l'air d'être sous Mathusalem. Aujourd'hui, on a un monde dans lequel, d'un côté, il y a un bloc qui est le bloc occidental, et puis il y a le reste du monde. Il y a la Chine qui prend avantage de la situation, il y a des fractionnements, il y a un combat contre le dollar, il y a un monde qui se réorganise parce qu'il y a des pays émergents. Il y a l'Inde, il y a la Turquie, il y a l'Iran, il y a les BRICS. Les BRICS, c'est la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud.
Ah oui, mais c'est qu'il y a des candidats maintenant. C'est que la Turquie veut en être, tout en étant dans l'OTAN. C'est que l'Argentine veut en être, l'Arabie Saoudite, qui maintenant passe un accord avec l'Iran sous la protection des Chinois. On verra à l'usage comment ça dure. Le monde se transforme sous nos yeux, et il est important, là aussi, pour terminer, d'avoir une jeune génération bien apte à comprendre ce qu'il y a dans la tête des uns et des autres avec toutes ces évolutions, parce qu'il faut continuer à vivre ensemble et essayer de construire la paix, ce qui est la chose la plus difficile que j'ai essayé toute ma vie de faire dans un contexte qui est en train d'évoluer. Alors, dernière question par rapport au sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire les étudiants, les gens qui étudient, qui découvrent un nouveau monde. Qu'est-ce qu'on peut enseigner à quelqu'un pour qu'on devienne diplomate? Pour être diplomate, eh bien, apprendre des langues étrangères, penser que les autres ne pensent pas comme nous, précisément, essayer de comprendre, de décrypter pourquoi les autres se comportent comme ça, et jusqu'où on peut aller pour essayer de se supporter, et dans les meilleurs des cas, de coopérer, et de créer, vous me parliez tout à l'heure de est-ce que nous survivrons en tant qu'Européens, d'avoir la masse critique, s'entendre d'abord avec ses voisins. Si on ne peut pas s'entendre avec ses voisins, trouver des règles de comportement. Et donc ça s'apprend à l'usage, ça s'apprend par le frottement à la différence. Il faut rencontrer des gens différents de soi, et puis avancer petit à petit, et naturellement le moteur c'est la curiosité. Le frottement à la différence, je crois que c'est un peu la devise de notre soirée, si j'ai bien compris. Je ne veux pas monopoliser les questions, je suis sûr que vous avez quelques questions que vous pouvez poser à Maurice, pas tous les jours. Oui, voilà. Puisque vous parlez donc de différence et de ce frottement de la différence, quid du sieur Poutine et quid de la façon dont il voit effectivement la protection de son pays et qui a probablement notamment mené à la guerre en Ukraine que l'on connaît. C'est évidemment plus complexe que ça, mais j'aimerais bien avoir votre avis à ce sujet. Alors je parle de ce sujet dans mon livre parce qu'il se trouve que j'ai servi le président Chirac pendant 5 ans et que nous avons essayé à l'époque de nous rapprocher des Russes, de créer une relation de confiance avec les Russes. Ça n'a pas abouti. J'ai appelé d'ailleurs le chapitre « Seul avec la Russie », trop seul avec la Russie. Oui, ce qui s'est passé, c'est que nous avons sans doute négligé le fait que les Russes auxquels on avait affaire avaient derrière eux 70 ans d'Union soviétique et de communisme, de parti unique, et que la sensibilité politique des Russes, l'éducation qu'ils avaient reçue était une éducation de défiance et de méfiance vis-à-vis de l'Ouest. Et sans doute n'avons-nous pas été capables de créer les gestes et les coopérations qui permettaient de les inclure. Et donc, vers 2000, au début des années 2000, on aurait sans doute pu faire quelque chose. Je pense que les Russes eux-mêmes souhaitaient avancer. Ils avaient tendu la main aux Américains après les attentats sur les tours jumelles à New York pour la lutte contre le terrorisme. Mais il y a eu ensuite la guerre en Irak. Et la guerre en Irak a été un vrai clivage international. Je l'ai vécu de l'intérieur, je le raconte d'ailleurs, où on avait les États-Unis, avec une partie du monde, pour entrer en Irak, et face à eux, les Français, les Allemands et les Russes. Et le fait que les Russes, sur lesquels les Américains avaient de grandes méfiances, soient tombés de ce côté dans l'affaire de la guerre en Irak, à mon avis, a été la rupture de confiance. Et de ce jour-là, les choses ont commencé à se dégrader. Ajoutez à ça, comment dirais-je, des bouffées de nostalgie impériale de la Russie. Poutine ne s'en est jamais caché. Il a la doctrine de Catherine II, c'est-à-dire pour protéger nos frontières, continuons à conquérir, repoussons les frontières pour pouvoir se protéger. Donc voilà, on en est là. Je rencontrais il y a peu de temps Madame Merkel en petit groupe qui disait que c'est sans doute dû au Covid et à l'isolement de Poutine que Poutine a fait cette erreur colossale d'évaluation de penser que l'Ukraine ne pourrait pas résister dans un rapport de force et que la Russie pouvait l'emporter et installer un gouvernement fantoche à Kiev. Grosse erreur. Donc ça veut dire que le dirigeant d'un pays qui est en place depuis 20 ans peut se tromper lourdement dans son évaluation internationale. Tout est possible. C'est ça que ça veut dire aussi. Alors maintenant, où est-ce que ça va nous emmener? Les conséquences de cette guerre en Ukraine, j'en ai dit un mot tout à l'heure, sont colossales. Mon idée, mon point de vue, mon opinion, c'est qu'il ne faut pas jeter Poutine avec tous les Russes. Un jour, Poutine partira, les Russes seront toujours là, les Russes
Les Russes avec lesquels on pouvait traiter ont beaucoup quitté la Russie aujourd'hui. Ils sont dans le Caucase, ils sont en Europe, ils sont plusieurs millions. Il faudra un jour reparler aux Russes, mais il faudra du temps parce que les séquelles de cette guerre vont être extrêmement lourdes et il faudra vraisemblablement que les États-Unis s'impliquent dans une relation avec les Russes pour créer un système de sécurité collectif dans lequel l'Ukraine puisse être, je dirais, suffisamment armée pour se défendre et être respectée dans son intégrité. C'est une longue réponse, mais voilà, et donc personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer de cette façon-là. Il y a une série de facteurs, il y a des enchaînements. C'est le problème d'ailleurs dans les relations internationales, c'est qu'il y a des enchaînements. Ce qu'on sous-estime certainement, c'est que les Russes, alors, ne pensent pas comme nous en sens d'espace et de temps. Ils ont un espace immense, ils ont le temps devant eux, ils partent d'ailleurs, ils vont ailleurs. Et donc voilà, comment est-ce qu'on traite ce pays? Bonsoir. J'étais en 99 en Argentine et en tant que Français, on était perçus comme des demi-dieux parce qu'on venait de gagner contre le Brésil l'année d'avant, la finale de Coupe du Monde. J'ai une de mes filles qui est partie au Costa Rica avec UWC en août dernier, donc elle est partie de sa Bretagne natale. Et lors de cette Coupe du Monde récemment, elle a vu avec ses petits camarades qui viennent justement comme elle de plein de pays certains matchs. Et elle a été extrêmement bousculée parce qu'elle a compris que les autres ne pensaient pas comme elle. Et elle a vu que la plupart des personnes qui étaient avec elle étaient plutôt contre les pays occidentaux dans les matchs de foot. Et pour le coup, archi contre la France lors de la finale. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 25 dernières années entre la France qui est perçue comme un acteur positif, gagnant, et aujourd'hui ce côté un peu négatif des Européens ou occidentaux dans pas mal de pays? C'est extrêmement intéressant. Vous voyez, c'est par le contact avec ses camarades de nationalités différentes que votre fille a senti l'isolement du monde occidental, l'enfermement du monde occidental sur lui-même. Nous sommes aujourd'hui dans une phase où nous nous replions sur nous-mêmes alors que c'est ailleurs que ça se passe. Il y a la Chine, mais il n'y a pas que la Chine, il y a l'Inde, il y a tous ces grands pays émergents, il y a toute l'Asie du Sud-Est, la zone de l'ASEAN. C'est là où ça va se passer. Il y a tout le Golfe, il y a l'Afrique qui est en train de monter en puissance, et donc et auquel tout le monde s'intéresse, parce qu'il n'y a plus de terres rares, donc il faut aller chercher là où elles se trouvent. Et donc elle s'est rendue compte qu'effectivement c'était ce qu'on appelait les jeunes équipes cette année, qui intéressaient. Le Maroc, entre autres, qui nous a passionnés. Bref, toutes ces équipes qui ne sont pas les équipes des vieux pays. Et je crois que c'est d'autant plus intéressant d'avoir des jeunes Français dans ce système UWC où on se frotte avec cette différence, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour comprendre que nous devons sortir de notre coquille, sortir de notre enfermement, sortir de notre zone de confort, et parce que nous y sommes profondément ancrés. La France, et je le regrette aujourd'hui, je dis la France ne parle pas assez fort, la France a une tradition de contact avec les autres, mais nous sommes maintenant inclus dans ce mouvement. Il y a aussi derrière ça des reproches qu'on nous fait, et sans doute à juste titre, sur les doubles standards que nous pratiquons. Le monde occidental est accusé d'hypocrisie. Nous exigeons des autres des comportements que nous ne nous appliquons pas à nous-mêmes. Nous vantons nos démocraties qui ont beaucoup de choses à se reprocher. Soyons fiers de nos démocraties. Quand j'ai dit les autres ne pensent pas comme nous, certains disent on ne va pas renoncer à qui nous sommes. Mais il ne s'agit en aucun cas de renoncer à qui nous sommes. Il faut savoir qui nous sommes, approfondir qui nous sommes, être fiers de ce que nous sommes, mais ne pas nécessairement essayer de convertir les autres à ce que nous sommes. Or, nous sommes tous des judéo-chrétiens, passionnés par la conversion. À l'époque, c'était les missionnaires. Maintenant, il n'y a plus de missionnaires, mais il y a des gens qui veulent convertir à ce que nous sommes. Non. Respectons les autres, soyons vigilants sur ce que nous sommes, vigilants sur certaines autres choses, ne cherchons pas à imposer. Et c'est très très intéressant ce témoignage que vous rapportez de votre fille qui a senti, à travers ses camarades, qu'on est en dehors de ce qui se passe. Et la France a, je pense, pourtant beaucoup de moyens pour pouvoir être encore dans le monde tel qu'il avance, qu'il doit avancer. Merci. Monsieur l'ambassadeur, merci infiniment pour vos propos très frais, très spontanés. J'ai eu l'honneur de vous côtoyer quand vous étiez à Berlin, j'étais alors à la Führungs Academy. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Au-delà de ça, la France a une vocation universelle, comme les Américains d'une certaine manière, et en tout cas se targue d'avoir des valeurs qu'elle a exportées à travers le monde. Aujourd'hui, quand on se promène dans différents pays, on aperçoit toujours cette envie de France, ce besoin de France, qui est un petit peu l'envie d'une troisième voie, souvent par rapport aux oppositions à la polarisation du monde. Maintenant qu'on aperçoit l'état de la France, on a l'impression qu'on est finalement souvent aligné,
Si je prends l'exemple de la Russie, au début du conflit, le président Macron a voulu jouer un peu la diplomatie. Maintenant, on ne parle plus tellement de diplomatie. Il s'est fait critiquer par pas mal de leaders européens. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la France retrouve cette place un petit peu de puissance d'équilibre en servant d'intermédiaire et en jetant des ponts entre les blocs qui se forment? Je crois que vous avez donné la réponse dans votre question. Il faut que la France jette des ponts, précisément, ce qu'elle ne fait pas assez, par manque de connaissances de l'extérieur, par l'idée que notre universalisme continue à l'emporter partout. Oui, nous avons les idées de la Révolution française. Partout où j'ai été, dans mes postes, on dit « Ah, qu'est-ce que les Français ont à dire ?» Mais les Français ont-ils quelque chose à dire? C'est ça la vraie question. Et nous avons quelque chose à dire dans la mesure où nous parlons avec les autres et nous leur parlons d'eux-mêmes. Très important dans la vie, mais nous savons tous, pour intéresser les gens à nous-mêmes, commençons à leur parler d'eux-mêmes. Sommes-nous assez connaisseurs de ce que sont les autres? Et donc, il y a un énorme effort à faire, un énorme effort sur la France elle-même avec... je dirais, des Français, alors de plus en plus mêlés à l'international, il faut quand même le dire. Là, nous étions avec Amanda au Vietnam, à Saigon, enfin à Ho Chi Minh Ville, avec le forum des conseillers du commerce extérieur de la France, 500 personnes qui étaient là, qui sont dans tous ces pays de la région. Il y a une dynamique tout à fait remarquable. Mais est-ce que ces Français-là ne sont pas un peu décalés par rapport à la fatigue qu'on trouve ici? On a besoin de se revigorer. Je suis confiant. C'est pour ça que je trouve que ces initiatives prises par UWC, l'état d'esprit de UWC, précisément, contribue à nous rendre plus forts pour pouvoir affronter ce monde qui change, qui est plus exigeant. Nous avons des acquis. Il faut continuer à avancer et avancer avec les autres et aller rechercher des gens qui ne sont pas dans notre zone de confort. C'est ce que nous essayons de faire. Les valeurs universelles de la France, elles demeurent, mais appliquons-nous-les d'abord à nous-mêmes. Je crois que c'est la première chose. Merci. Le temps est un peu compté pour cette rencontre. Juste une dernière question de ma part. Quel est le peuple le plus impénétrable? Est-ce qu'il y a un peuple qui pense tellement différemment de nous qu'on n'arrive pas à pénétrer leur façon de voir le monde? Ça, c'est une question d'anthropologue. Bon, je n'ai jamais été en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je crois qu'il n'y a pas des peuples qui sont encore plus impénétrables que ceux que j'ai pu fréquenter. J'ai été au Japon. Le Japon, c'est l'opacité. Et en même temps, le Japon, si vous vous laissez porter par les Japonais, sans les harceler de questions, ils finiront par ouvrir tous les verrous pour vous montrer qui ils sont. Vous comprendrez un peu. Je pense que le pays le plus difficile à comprendre, c'est la Chine. Parce que la Chine obéit rentre dans des raisonnements, rentre dans des explications du monde qui sont très très loin de nous. Et je le dis un peu dans mon livre, et j'ai découvert ça à travers un père jésuite que j'avais rencontré en Chine. La Chine a ignoré l'Occident jusqu'au XVIe siècle. Et l'Occident a ignoré la Chine jusqu'au XVIe siècle. Ce sont les jésuites en arrivant en Chine qui ont rencontré des gens qui avaient un système totalement complet d'explication du monde, d'explication de l'univers, l'astronomie, le temps, un raffinement, une sophistication qui correspondait à celle qui était la nôtre. Un système complet face à un autre système complet. Et nous sommes aujourd'hui toujours dans cette collision et les scories qui sont retombées avec tous les malentendus qui peuvent exister entre ce monde chinois et le monde de notre pensée judéo-chrétienne, grecque, etc., renourrie par d'autres, refaite 100 fois. Mais nous sommes toujours dans cette incompréhension. Je vais vous donner un petit exemple sur les ballons. Vous avez vu l'histoire, on terminera là-dessus. Un ballon à 15 000 mètres traverse tous les États-Unis, personne ne s'en aperçoit, puis on dit « Ah, mais il y a un ballon qui est là, qu'est-ce qu'il fait ?»« Ah, mais c'est un ballon chinois. » Bon. On tire, on descend le ballon. On ne sait toujours pas d'ailleurs ce qu'il y avait dans le ballon, c'est pas grave. Mais j'ai lu une explication qui m'a beaucoup intéressé. Est-ce que c'était une agression de la part de la Chine? Non, vraisemblablement pas. C'est un coup des Chinois, c'est un raisonnement chinois, vraisemblablement, et celui qui raconte ça est un journaliste qui a vécu 30 ans en Chine, c'est un journaliste qui était le correspondant du Financial Times, et je crois qu'il a raison. Xi Jinping a envoyé ce ballon. Les Américains tirent sur le ballon, le shootent, le font tomber. Ces Américains nous agressent. Ce sont des agresseurs, donc serrons les rangs contre les Américains. Les Américains laissent passer le ballon, parce que surtout, il n'y a pas vraiment de raison de descendre le ballon. Ces Américains sont des tigres de papier. Continuons à attaquer l'Amérique sur ses faiblesses. Et donc Xi Jinping a raison. Et Xi Jinping, finalement, est soutenu par son peuple à partir d'une manœuvre de cette nature. Je ne pense pas qu'il nous viendrait à l'idée d'inventer quelque chose comme ça. C'est la sophistication chinoise. C'est un peu simpliste, celui-là, mais il y a de ça. C'est un monde impénétrable.
Et même les meilleurs spécialistes s'y perdent, et il faut essayer de les suivre et ne pas s'improviser spécialiste de la Chine comme ça à tour de bras. Maurice, merci infiniment, merci beaucoup Maurice. Effectivement, les autres ne pensent pas, comme nous, vous avez fait la preuve irréfutable. Vous restez avec nous ce soir si vous avez d'autres questions. Je suis désolé, mais on a un peu un timing un peu serré, donc si vous avez d'autres questions, Maurice, vous restez. Vous êtes, dès que je vous vois, vous êtes très accessible, vous allez répondre à toutes les questions. Les autres ne pensent pas comme nous. Vous avez fait, tout en parlant de votre carrière aussi, vous avez fait l'éloge de UWC quelque part, parce que c'est exactement les raisons pour lesquelles les gens choisissent de faire les études dans ce collège. Donc on voulait vous montrer quelques images, on voulait vous montrer surtout quelques témoignages. Tout à l'heure, je vais demander à des anciens étudiants qui sont avec nous dans la salle de venir témoigner, de répondre peut-être aussi à vos questions. Mais on a préparé un petit film avec ce qui ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. Vous allez voir aussi quelques images pour vous donner une idée de ce que c'est que de faire ces études, pourquoi ils ont fait leurs études à UWC, qu'est-ce qu'ils ont retenu et qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite. Donc je vous demande de les rencontrer. Voici notre vidéo. Plus qu'une envie d'agir, UWC m'a donné les moyens d'agir. Il m'a donné les moyens de deux manières. La première chose, c'est qu'elle m'a appris à me mettre à la place des autres, en étant avec des compagnons de chambre éthiopiens, libanais ou boliviens, en discutant avec des Brésiliens, des Américains, etc. J'ai vraiment pu me sortir d'une approche eurocentrique du monde, de comprendre d'où ils venaient, de leur religion, etc. Et c'est chose qui, évidemment, quand on travaille sur le projet européen, où on a 27 nationalités autour de la table, j'utilise ça tous les jours. À UWC, ce qui a déclenché mon envie d'agir est la réalisation que nous pouvions intégrer de l'impact dans n'importe quel domaine où nous opérons. Donc oui, profession, ambition, compétition, mais en plus un impact aussi. Nous passons 2 années formatives dans une culture UWC qui est assez particulière et qui reste greffée en nous. Nous considérons la double bottom line, comme on dit en anglais, des objectifs professionnels doubles. Nous ne sommes pas des petits anges à UWC, mais nous apprenons concrètement que nous pouvons construire des carrières partout dans le monde et dans divers secteurs qui ont plus qu'un objectif. À UWC, on humanise toutes les problématiques de notre monde. Moi, j'ai compris ce que c'était que la montée des eaux, le jour où un ami des Maldives parlait d'où sa famille irait quand son île serait recouverte. J'ai compris ce que c'était qu'une catastrophe naturelle quand une de mes meilleures amies d'Haïti m'a raconté l'évacuation du tremblement de terre en 2010. En fait, à partir du moment où on comprend à quel point des vies sont bouleversées par ces problèmes, et pas les vies dans les journaux, mais les vies de nos meilleurs amis, on ne peut plus juste arrêter de le voir ou l'ignorer. Et pour moi, c'est ça qui déclenche l'envie d'agir. Je me souviendrai toujours de ces cours d'histoire passionnants sur les origines de la Seconde Guerre mondiale avec des camarades de classe britanniques, russes, chinois, américains, égyptiens, et des débats vraiment passionnants auxquels ça donnait lieu, avec une confrontation des points de vue et une argumentation qui a bien souvent dépassé ce que j'ai pu connaître par la suite à l'université. Ce que je dirais qui m'a donné envie d'agir à UWC, c'est vraiment cette compréhension de l'autre. Et au fil des discussions, il y a quelque chose qui est assez fort, surtout sur le fait d'avoir 16 ans quand on fait UWC. C'est qu'on a des conversations parfois un peu naïves, pas forcément, on n'a peut-être pas encore été forcément très abîmés par le monde à cet âge-là, et on se rend souvent peut-être pas compte de certains contextes politiques où on se rend compte en partie, et donc ça permet d'avoir certaines conversations très, très naïves, très innocentes, et qui nous font parler de nos différences, mais qui nous font aussi beaucoup parler de tout ce qui nous rassemble. Et en ayant vu chez mes amis qui venaient de pays, d'autres continents, qui avaient d'autres religions, les différences qu'on pouvait avoir en surface, dont on a discuté longuement, on trouvait aussi souvent des valeurs communes ou des problématiques communes. Et ça m'a beaucoup intéressée, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé et qui reste avec moi aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. L'autre chose qui, pour moi, était vraiment importante avec UWC, c'est que ça m'a donné une certaine confiance en moi, dans le sens où je sais qu'en fait, chacun à notre niveau, on peut agir si on le veut vraiment. Parce que UWC, en fait, c'est cette chose formidable, c'est qu'il nous laisse essayer.
ils nous laissent essayer, ils nous laissent rater, des fois ils nous laissent réussir. Et en fait, ils se rendent que souvent, si on essaye, ça marche, des fois ça marche pas, et c'est pas très grave, et des fois ça marche. Et ça, cette idée qu'on peut créer à 16 ans, 17 ans un projet en amenant 20 personnes de toute l'Europe à travailler dans les centres de SDF à Paris, comme j'avais pu le faire à l'époque, on se dit, en fait, si j'arrive à faire ça à 16 ans, très bien, je pourrais clairement monter d'autres choses plus tard, et que c'est possible de mobiliser des gens autour de soi pour créer des projets. Et ça, c'est une confiance en soi que j'aurais juste tout simplement, je pense que j'aurais pas eu autrement. Et c'est vraiment l'apport principal que UWC m'a offert. Après UWC, j'ai fait un double diplôme entre Sciences Po et l'Université de Columbia à New York. Ma cause, ça a toujours été le climat, donc j'ai étudié la géologie, les sciences du climat, etc. Et quand j'ai gradué, j'ai décidé d'aller voir ce qu'on pouvait faire pour le climat dans le secteur privé. Donc j'ai commencé à travailler chez Too Good To Go à New York, qui est une start-up française qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et là, j'ai réalisé que depuis sa naissance, grâce à Too Good To Go, il y a 200 millions de repas qui ont été sauvés de la poubelle. Et j'ai vraiment compris que l'entrepreneuriat à impact pouvait changer les choses à grande échelle. Donc l'année prochaine, je vais rentrer en France pour faire le master en entrepreneuriat dans le double diplôme entre Polytechnique et HEC. Et mon but, c'est de lancer mon propre projet de start-up à impact, si possible dans le domaine de la capture carbone. Aujourd'hui, je suis diplomate au Quai d'Orsay. Je travaille sur les questions de paix et de sécurité au Moyen-Orient, avec toujours ce même objectif de contribuer à une meilleure compréhension entre les nations et les cultures. C'est à la fois ces échanges passionnants avec des amis venus des quatre coins du monde et les récits que j'ai pu entendre de leur voix sur des pays où la paix n'est pas acquise qui m'ont donné envie de suivre ce chemin. J'ai monté un hôtel sur la côte du Kenya et une organisation caritative médicale dans l'archipel de Lamu qui s'appelle Sailing Doctors, maintenant renommée Safari Doctors. J'ai ensuite lancé une entreprise de journalisme participatif en ligne et j'ai aussi participé au lancement de l'écosystème de start-up de Nairobi en tant que angel investor. Moi, en fait, le lien aussi avec UWC, c'est vraiment cette phrase « think globally, act locally ». Et c'est vraiment là-dessus, moi, que je m'appuie aussi dans mon quotidien et dans l'impact que je vais avoir sur le monde. Je pense que c'est avoir cette pensée globale de ce qui se passe dans le monde, des enjeux auxquels nous faisons tous face, que ce soit des inégalités sociales et que ce soit de la transition écologique. C'est vraiment dans ce cadre-là que je m'inscris de cette pensée globale et en ayant un impact local, en travaillant avec des associations ou des entreprises locales. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je travaille plutôt dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire à Paris, qui fait du recyclage et qui travaille avec des personnes en insertion, parce que je pense qu'il est très important de ne pas séparer les enjeux de transition écologique qu'on vit et les enjeux sociaux et d'inégalité sociale qui sont présents dans la société aujourd'hui. Les anciens du WC, c'est pas juste un corps de métier, des juristes ou la fonction publique, mais c'est vraiment tous les horizons de la vie, ça peut être des médecins, des artistes, ou je ne sais quoi d'autre. Et ça, cette possibilité de rencontrer, croiser des gens, de retrouver des gens de tous les horizons de la vie qui ont cette volonté d'agir, qui partagent des valeurs, ça multiplie notre capacité d'action quand on est plus âgé, et c'est vraiment une autre des forces du programme.
Et voilà, la question, on peut les applaudir. Ils sont pas là avec nous. Vous avez vu, ils ont fait des choses extraordinaires. Après, maintenant, nous avons du live parce que nous avons quelques anciens étudiants qui viennent nous dire et peut-être répondre à vos questions. Je vais vous demander d'applaudir Nicolas, Anna et Pablo. Donc, vous êtes passé par UWC, vous avez fait des choses. Je vais vous donner la parole à chaque. Et puis après, si vous voulez leur poser des questions pour savoir comment sont passées ces études. Alors, je vais peut-être commencer, ladies first, avec vous, Anna Giortino. Vous avez fait UWC Hong Kong en 2008, c'est bien ça. Vous étiez à Lipuchong, comment ça se dit? Lipuchong. Alors, vous êtes italienne. Pardon? En français, je ne sais pas. D'accord. Alors, vous êtes italienne. Après, vous avez fait Cambridge et Sciences Po. Et vous êtes spécialisée en études économiques européennes. Vous avez travaillé au cabinet du Premier ministre Mario Draghi. Vous venez de rejoindre l'autorité européenne des marchés financiers ESMA. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi, tout d'un coup, après 10 ans à Paris, je crois que vous avez même quitté votre mari pour aller être avec Mario Draghi, c'est ça? Racontez-nous l'histoire. Ça marche? Oui. Non, mon mari est bien content, il est toujours là, vous inquiétez pas pour lui. Il est dans la salle? Non, il n'est pas dans la salle, il a su que vous alliez dire ça. Donc non, mais en fait, non, c'est vrai qu'il a fait un gros sacrifice lui aussi, parce qu'effectivement, en 2021, j'étais à Paris depuis désormais presque 10 ans, on avait notre petite vie parisienne, un bon boulot et tout. Quand l'un des conseillers du Premier ministre Draghi m'a appelé pour me demander si j'étais intéressée à travailler dans les cabinets. Et bon, c'était quand même un sacrifice au niveau humain pas négligeable parce que bon, moi j'ai déménagé tout d'un coup, je suis allée en Italie et mon mari s'est mis faire des allers-retours Paris-Rome. Donc non, mais on est toujours ensemble, je vous rassure. Et pour moi c'était une évidence en fait d'accepter ce travail, même si je devais déménager, j'ai quitté ma vie ici, même si c'était beaucoup moins payé qu'un travail à Paris. Mais moi, mon thème a toujours été les services publics. Et déjà, ça, je pense que j'ai retenu beaucoup de UWC, c'est l'idée de se mettre au service des autres. Et les services publics, si on les fait bien, c'est justement ça, c'est de se mettre à disposition de l'intérêt public et essayer d'être utile aux autres, les faire de manière dynamique et efficace. Je pense vraiment que c'est hyper important et c'était toujours ça, j'y ai toujours tenu. Après, avant Draghi, mon projet c'était de travailler pour l'Union européenne, mais aller travailler pour le président Draghi s'inscrivait aussi dans ce cadre. Comme effectivement ça a été le Premier ministre, l'un des plus pro-européennes qu'on a eu en Italie, et l'un des personnages, j'avoue, aussi le plus intéressant. Donc c'était aussi cool pour moi d'avoir l'opportunité de travailler pour lui. Évidemment, je n'ai pas fait ça que pour altruisme, mais ça s'inscrivait dans ses intérêts pour les services publics. Qu'est-ce que vous avez pris? Vous étiez à Hong Kong, j'imagine, avec beaucoup de gens d'origine très différentes. Pour vous, c'était un changement total d'univers. Qu'est-ce que vous avez appris pendant que vous étiez à UWC qui vous a aidé dans ce que vous faites? Oui. En fait, beaucoup. Je pense surtout deux choses que j'ai appris à UWC que j'ai retenu beaucoup dans ma carrière professionnelle après. C'est d'un côté le leadership, et de l'autre côté, le savoir travailler avec les autres. En fait, c'est deux côtés de la même médaille, si on y pense, parce qu'on ne peut pas tous l'idée, et on peut pas non plus être toujours... on ne veut pas être dans un environnement où personne prend l'initiative. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre les deux choses. Et UWC, ça m'a pris vraiment... On l'a entendu dans les vidéos, mais on en a aussi parlé, que les systèmes éducatifs de UWC, ça nous aide, ça nous apprend beaucoup à prendre les leads, parce que c'est un système d'apprentissage où on prend beaucoup d'initiatives. On n'est pas juste assis devant les professeurs qui nous apprennent, mais il y a beaucoup aussi des étudiants qui enseignent aux autres et qui apprennent des autres. Donc on est vraiment dans ce modèle éducatif, dans ce système éducatif très différent de ce que j'avais au moins jusqu'à mes 16 ans en Italie. Et d'autre côté, on apprend beaucoup à travailler ensemble dans des groupes, à la fois au niveau académique, mais aussi, je pense que ça c'est vraiment exceptionnel de UWC, c'est l'accent qu'on met sur l'extracurriculaire.
Ce n'est pas juste des activités qu'on fait dans notre temps libre. En fait, c'est vraiment une partie intégrante de l'expérience UWC. Ça fait partie d'ailleurs du curriculum du baccalauréat international, qu'on fasse des activités au-delà de l'école. L'école, c'est un peu donné. C'est une évidence qu'on doit étudier, on doit bien faire nos études. Mais c'est les activités. On a vraiment des clubs de tous les types. On a les clubs de randonnée, on a les clubs de théâtre. Et c'est les étudiants qui prennent l'initiative, qui prennent les relais. Ce n'est pas qu'en suivant les professeurs et en apprenant des livres. Et donc ça, j'ai beaucoup retenu de l'expérience UWC, c'est la leadership, mais aussi travailler ensemble. Merci beaucoup. Nicolas, vous avez fait UWC aux USA en 1988. Après UWC, vous avez fait des études vétérinaires. Vous êtes spécialiste de chirurgie vétérinaire et réanimation. Vous avez fondé le labo IMMR, spécialisé en chirurgie cardiaque. J'imagine pour les animaux, c'est toujours un autre truc. Et donc vous avez passé 2 ans à UWC. Qu'est-ce que ça, c'est la même question. Qu'est-ce que cela vous a appris, qui vous a permis ensuite d'embarquer dans cette aventure? Oui, je crois que ce que ça m'a d'abord amené, déjà ça vous secoue très fort. Quand un étudiant français, un petit étudiant français de 16 ans, décide d'aller à 10 000 km de chez lui ou de chez elle, c'est remuant pour l'étudiant, c'est remuant pour sa famille. Et en fait, c'est pas juste une histoire d'étudiant, c'est une histoire familiale. Hein. Il faut que la famille soit quand même un peu fasse partie du projet. Ça secoue un peu tout le monde. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est évident. Ben, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui si je l'avais pas fait, mais je n'aurais pas du tout eu la même carrière. J'aurais pas eu la même sensibilité. Ce qui était évident, c'est que en tant qu'étudiant de seconde, et jusque-là, j'étais un bon étudiant français, tout marchait bien, ça allait bien, mais je n'avais pas cette petite chose en plus qu'on peut rechercher, et j'avais pas derrière moi un système scolaire qui me poussait à aller plus loin pour faire autre chose. Je dis pas uniquement d'un point de vue académique. Ce que j'ai trouvé là-bas, c'est un environnement extrêmement bienveillant, où on remet un petit peu tout en question, on remet son schéma de valeurs, on remet l'approche que l'on a vis-à-vis du monde, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa famille. Une chose qui est très forte quand on revient, c'est qu'on se sent investi, on comprend ce qu'est sa propre culture. Ça, c'est peut-être une des choses les plus importantes que j'ai pu découvrir là-bas, c'est à quel point j'étais français. Parce que quand on arrive là-bas, on est vu comme le petit français. Il y a 200 personnes qui pensent que vous êtes la France. Alors que vous arrivez, je ne sais pas, Napoléon, c'est pas moi, je ne suis pas responsable de ça, mais pourtant c'est comme ça qu'on est vu. Et progressivement, en fait, on embrasse encore mieux sa culture. Moi, personnellement, là-bas, en tant que Français, j'ai été vu comme celui qui aime bien... voilà, qui a les cheveux un peu longs, j'avais les cheveux un peu longs à l'époque, qui aime bien la poésie, la musique, qui est un petit peu, qui est vu comme quelqu'un d'un petit peu raffiné. Et puis j'ai monté le French Film Club là-bas. C'est vrai que j'allais chercher partout tout le monde pour leur dire ce soir on monte tel film, tel truc, il y a Truffaut. Et en fait, on se sent investi de quelque chose. Et ça, en revenant en France, bon, déjà, on ne regarde pas du tout son pays de la même façon, on le regarde avec un autre œil. On est encore... Peut-être on devient un peu plus amoureux de sa propre culture. Voilà ce que je peux dire. Et ce que ça m'a apporté à moi, c'est le sentiment, un vrai apprentissage autour du leadership. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Le leadership en France, c'est un petit peu mal vu. C'est-à-dire que ce côté un peu entreprenant que j'ai vécu derrière de façon assez forte, parce que j'ai un chemin un peu particulier, puisque j'ai commencé vraiment de façon très académique, vétérinaire, chirurgien vétérinaire, PhD, recherche, etc. Puis je suis allé vraiment vers le monde de l'entreprise, en créant ma propre entreprise avec mon associé, où on valide des dispositifs médicaux pour la recherche chirurgicale. Mais ce que je dirais, c'est que encore aujourd'hui, j'ai l'impression que dans ma propre entreprise, qui a commencé toute petite, on était 5, maintenant on est 100, hein, donc c'est vraiment, ça a poussé. On rencontre des gens du monde entier, et j'ai vraiment l'impression que ma façon de les accueillir, de faire en sorte qu'ils se sentent chez nous bien accueillis, c'est quelque chose qui... Il y a un petit peu de UWC là-dedans. De la même façon, la façon
y a un peu de UWC dans la façon que je pense avoir un peu instillé dans cette entreprise de la discussion les uns les autres, entre les techniciens, entre tous les âges, des gens qui viennent de plein de milieux différents, une certaine bienveillance et une envie de faire. Donc voilà, je dirais qu'à plein d'échelles, j'ai été fortement influencé par cette expérience. Et un petit mot sur votre côté mélomane, parce que c'est intéressant aussi. Oui, alors, bon, je pourrais parler très longtemps des amis que j'ai eus et que j'ai encore, très très fort, hein, ça fait presque 40 ans, j'ai encore les meilleurs amis du monde, qui viennent de là-bas, qui viennent chez moi, je leur envoie mes enfants, etc. Donc c'est encore très prégnant, et parmi mes amis les plus proches, il y avait des musiciens. L'un d'entre eux est un chef d'orchestre allemand qui est très connu, qui dirige à Bayreuth, enfin vraiment quelqu'un qui a une carrière très forte. Un autre est devenu un compositeur et prof de musicologie. Un autre m'a enseigné la clarinette, donc j'ai appris la musique là-bas. Donc pour moi, ça a été aussi, bon, j'avais l'âge en même temps, mais c'était un moment où je me suis totalement plongé dans plein d'aventures. La musique en est une. Et des années plus tard, donc aujourd'hui, si on peut faire la transition avec ça, je suis content de pouvoir soutenir une association qui va autour de la musique. Enfin, je soutiens évidemment UWC, ça c'est une évidence, mais également une autre association qui s'appelle Talent et Violoncelle, où en tant que mécène, j'achète et je fais construire, en fait, je ne l'achète pas uniquement, mais je fais construire par un luthier un violoncelle ou un violon qui va être remis entre les mains d'un jeune au Conservatoire national et qui va, grâce à cet instrument de très bonne facture, pouvoir progresser. Cet instrument sera ensuite redonné à un autre quand lui ira s'acheter un Stradivarius, si ça va comme ça. Mais voilà ce que je peux dire autour de la musique. Merci beaucoup. Alors Pablo, vous avez 21 ans, vous avez fait UWC à Mostar en Bosnie-Herzégovine entre 2018 et 2020. C'est ça. Alors vous êtes actuellement étudiant avec double diplôme Sciences Po UCL à Londres. Vous voulez travailler au ministère des Affaires étrangères. Maurice ne vous a pas découragé avec l'histoire. Pour le moment, ça tient toujours. Au contraire, au contraire. Oui, j'ai réalisé enfin, c'était ma vocation quand j'ai été sélectionné par le comité français pour aller à Mostar en Bosnie-Herzégovine. Et le lycée est sur la ligne de front. La plupart des bâtiments autour sont encore en ruine avec les traces d'obus, traces de balles. Et il y a encore énormément de tensions entre les communautés musulmanes, catholiques au sein de la ville. Et je me suis rendu compte, j'ai pris conscience de l'importance de la diplomatie et surtout des conséquences durables qu'elle entraîne quand elle échoue. Et voilà pourquoi je veux essayer de faire ça plus tard. Alors, vous avez une histoire assez extraordinaire avec une amie afghane. J'aimerais bien que vous la racontiez. Oui, alors, je vais vous raconter cette histoire en 4 prises. Enfin, la rencontre avec Hassine, parce que bon, donc, mon ami s'appelait Hassine, l'éloignement, l'évacuation, puis son nouveau départ. Donc, ma première rencontre avec Hassine s'est faite dans la différence. Elle était adossée contre un mur, une veste de tailleur et un foulard jaune safran. Et je m'approche d'elle pour lui souhaiter la bienvenue, pour lui faire la bise. Et là, elle s'écarte, elle me regarde, mi-gênée, mi-révoltée, elle me dit dans mon pays, on ne s'approche pas des femmes comme ça. Donc, bon, alors malgré cette approche brutale, et on devient quand même vite amis, on s'entend très bien. Je me rends compte, parce que Hassine venait d'un milieu très défavorisé en Afghanistan, il y a un fossé entre ses connaissances et celles de ses camarades. Donc je la prends sous mon aile, je l'aide, mais en mars vient le Covid, elle repart en Afghanistan, moi en France, et chez elle, il n'y avait pas de Wi-Fi, elle vivait aux alentours de Kaboul, elle ne peut pas suivre les cours en ligne, elle n'arrive pas à passer les examens de passage en terminale, et malheureusement, son donateur afghan ne peut pas lui payer une année supplémentaire. Du coup, elle se résout à continuer sa scolarité en Afghanistan, et elle va dans le seul lycée pour filles de son quartier, Saïd al-Shuhada, et 2 mois après le début de ses cours, elle échappe, mais miraculeusement, à une attaque terroriste
qui fait 40 morts, dont 3 de ses très proches amis qui étaient dans son cercle proche. Et comme sa famille est très défavorisée, son père est mort quand elle avait 3 ans, son beau-père est violent, frappe sa mère, voilà, c'est une situation très compliquée. Elle décide de donner des cours d'anglais à l'université de Kaboul, parce que voilà, elle a appris à IWC à maîtriser cette langue. Et donc, un jour, alors qu'elle est en train de faire cours, elle entend des tirs, et elle a tout juste le temps de sortir de la salle de classe, elle est au premier étage, de sauter par la fenêtre, de prendre l'issue de secours et de partir. Et 3 élèves de sa classe se font tuer. Bien sûr, on était en contact, et je dis, Hassine, il faut vraiment que tu partes, il faut vraiment que... Voilà, que même si c'est pas en Europe, mais que tu partes au Pakistan, un endroit plus sûr. Et malheureusement, comme sa mère n'avait pas de passeport valide, son petit frère n'avait pas non plus de visa pour le Pakistan, il n'y avait que elle et son frère moyen qui étaient en règle. Et la situation s'empire, et alors qu'on était sur des attaques ponctuelles terroristes, même si très répétées, en juillet, l'horizon s'assombrit et on passe à un processus d'invasion du territoire afghan avec la prise des capitales provinciales. Et là, je dis à Hassine, il faut vraiment que tu partes, même si c'est toute seule, il faut que tu partes. Elle me dit non, je ne laisserai pas ma famille derrière moi. Et donc, le vendredi 13 août, elle m'appelle, elle me dit, Pablo, les talibans encerclent Kaboul, je peux que partir en prenant l'avion, mais j'ai pas assez d'argent. Et du coup, à ce moment-là, je me sens assez démuni, et je poste dans le groupe Facebook qu'on avait avec mes camarades du WC, voilà, Hassine, que vous connaissez, donc j'étais son ami le plus proche, mais voilà, les gens de mon âge la connaissaient, et à Kaboul, et elle est en danger. Parce qu'il faut savoir que Hassine était majeure, mais pas mariée. Elle était Hazara, qui était une tribu qui a subi de nombreux génocides par les Pashtuns, qui composaient la majorité des effectifs des talibans. Elle est aussi volontaire pour l'ambassade des États-Unis, et elle est en plus dans plusieurs organisations pacifistes. Et pour finir, elle critique les talibans publiquement à la télévision. Donc, elle était vraiment en danger de mort. Et donc à ce moment-là, je me fais rejoindre par 5 amis fantastiques qui étaient avec moi au lycée, une Singapourienne, un Italien, un Slovène, un Allemand et un Espagnol. Et on décide de la faire partir. On prend un billet d'avion qui fait Kaboul, Dubaï, Islamabad, et on lui dit voilà, on a pris ton billet d'avion, on a réussi à récolter tous ces fonds en moins de 10 heures grâce à tout le réseau IWC. On lui prend ses billets d'avion, mais bien sûr sa mère ne peut pas aller au Pakistan et son petit frère non plus. Mais on a entendu que l'aéroport est un endroit le plus sûr et qu'avec des billets d'avion et des tests Covid, on pouvait faire entrer les gens à l'aéroport. Donc bien sûr, c'est une situation désespérée, c'est pas bien, mais on décide de faire des faux billets d'avion pour son petit frère et sa mère et des faux tests Covid. Il s'approche de l'aéroport et alors il faut savoir que Hassine habitait à 20 km, d'accord, à Dasht et Barchi. C'est le plus grand quartier Hazara de Kaboul. Autant vous dire, c'est comme vivre dans un quartier juif sous Hitler. C'était vraiment l'endroit qui allait être priorisé pour les talibans pour leur purge. Donc elle arrive quand elle est à mi-chemin à l'aéroport, elle m'appelle, elle me dit Pablo, j'entends des tirs. Pablo, il y a des talibans qui prennent des selfies avec les gens. Et je fais non, c'est pas possible, il n'y a aucun journal qui le confirme. Et puis 1 heure après, Al Jazeera le confirme, les talibans sont dans Kaboul. Le taxi arrive devant l'aéroport, et là, l'aéroport est encerclé par des soldats américains qui ne laissent entrer personne, même pas le directeur. Et donc, je dis à Hassine, voilà, toutes les ambassades de Kaboul sont relocalisées dans l'aéroport, et Hassine, il faut que tu restes proche de l'aéroport. Et donc cette nuit-là, elle dort chez son oncle, mais on se rend compte, on utilise l'appli Flight Radar, qui était une application qui nous permettait de voir quels avions il y avait dans l'espace aérien afghan, et il n'y a plus aucun avion sur l'espace aérien. C'est que des avions militaires ou des jets privés. Donc à partir de là, on se dit, il va nous falloir quelque chose de grand pour réussir. Et donc je contacte Maurice pour savoir s'il peut me donner un coup de main. Il contacte l'ambassadeur français, M. Martinon, à Kaboul, en demandant le repatriement immédiat de Hassine. Et à ce moment-là, dans le groupe, il y a aussi l'Italienne qui est la voisine
de Mario Draghi qui va toquer à sa porte et lui dit, Monsieur Draghi, il l'ouvre, voilà la situation, est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Monsieur Draghi, il dit oui, on va faire notre maximum. Et coïncidence aussi, dans ce groupe, on a le fils, enfin on a un ami très proche qui est le fils du représentant du Canada à l'OTAN. On l'appelle et il nous dit, vous inquiétez pas, les représentants du Canada et des États-Unis sur place sont au courant de ce qu'il arrive à votre ami. On va faire notre maximum, mais vous n'avez pas le droit de dire mon identité ni de dire même que vous m'avez appelé parce que je suis censé faire ressortir mes ressortissants avant. Donc, avec les contacts avec Maurice, Mario Draghi et le représentant du Canada à l'OTAN, on se dit, on peut retenter, on retente notre chance. Alors on retente notre chance, Racine est donc à côté de l'aéroport, on la renvoie, sauf que quand elle arrive, on fait face à une situation totalement différente, parce qu'il faut savoir que les talibans ont encerclé l'aéroport et ne laissent passer que des femmes qui sont accompagnées par leur tuteur légal, qui ne peut être qu'un homme. Alors bien sûr, vous imaginez bien Racine avec son petit frère, ça fait pas un grand tuteur légal, donc elle se fait battre, parce que Racine, il faut savoir, est une femme très têtue, et elle essaie de passer quand même à travers le filtre taliban, alors qu'ils sont armés jusqu'aux dents. Son petit frère se fait frapper avec la crosse des HK, des Kalachnikov. Sa mère aussi, elle se fait battre. Et à un moment donné, il y a une brèche. Parce qu'il y a une foule géante autour de l'aéroport. C'est des milliers de personnes. Et elle réussit à passer à travers la brèche avec toute sa famille. Et elle se retrouve avec des milliers de personnes, dans une foule compacte et dense, entre le filtre des talibans et le filtre des soldats états-uniens. Et elle est dans cette foule. Il fait une chaleur atroce, il fait 39, 38 degrés. Et elle voit un nourrisson qui meurt asphyxié de 6 mois devant ses yeux. Il y a des bousculades, il y a des gens, on peut rien prendre avec soi, pas une valise, rien. Elle voit des gens qui volent. Les talibans voient les gens qui volent, ils les amènent. Alors les gens bien sûrs pour se dire, on va avoir plus d'espace, commencent à se dénoncer. Lui il m'a volé, lui il m'a pas volé. D'un coup, Racine, elle ne sait pas comment elle arrive devant les soldats états-uniens. Et leur dit, écoutez, elle leur montre l'email de Maurice qui a envoyé à M. Martineau. Je suis donc, l'ambassadeur français est au courant, les États-Unis sont au courant, et les soldats états-uniens lui disent, alors ils sont peut-être au courant, mais vous n'êtes pas sur notre liste. Il faut savoir qu'il y avait des listes d'évacuation. Et Racine, bien sûr, très têtu, dit, je reste jusqu'à qu'on me fasse passer. Donc, les Polonais commencent à appeler les gens qui sont sur leur liste, puis 2-3 pays, et les talibans commencent à tirer en l'air pour disperser la foule, puis redirigent leur tir, et Racine voit une femme qui est à côté d'elle tomber, une balle dans la tête, et là elle se dit, bon, il faut quand même que je commence à partir. Elle part en courant, mais nous on veut qu'elle soit le plus proche possible de l'aéroport, parce que c'est le seul endroit qui est sûr, c'est sa seule échappatoire. Et donc, le problème, c'est qu'elle nous dit, les talibans ont commencé à ériger des checkpoints partout dans Kaboul, et en plus de ça, ils ont commencé à rentrer dans la maison des civils. Elle nous envoie des vidéos de ses amis qui se font frapper, qui se font casser des côtes, qui se font briser les jambes pour éviter d'atteindre l'aéroport. Parce qu'il faut savoir que les talibans voulaient absolument pas que la jeunesse cultivée qui savait parler anglais parte. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, on fait aussi quelque chose de pas très légal, mais on décide, parce que comme vous avez pu le voir dans notre groupe, il y avait quelqu'un qui était très doué pour faire des faux. De faire un faux. On a une amie à IWC aussi qui travaille en fait pour l'Égypte, dans des ambassades égyptiennes. Et on nous dit, l'ambassade égyptienne va évacuer son staff. Si tu arrives à la faire rentrer dans l'ambassade égyptienne, elle est sauvée. Et donc on lui fait un faux d'une invitation de l'ambassade égyptienne à Kaboul, et on l'a fait aller à l'ambassade égyptienne, qui est encore occupée à ce moment-là et qui n'a pas été relocalisée à l'aéroport. Mais il y a des talibans qui la protègent très violemment. Ils commencent à tirer en l'air quand les taxis s'approchent. Et donc on lui dit, écoute, retourne chez toi. Elle retourne chez elle. On est au point de départ. Ça fait 2 fois déjà qu'on a tenté de la faire évacuer à l'aéroport. Et là, on se dit que ça va être très compliqué. Jusqu'à que je me souvienne que j'avais milité dans un parti politique en Espagne avec une femme qui avait énormément lutté contre le terrorisme au Pays Basque,
Et je me dis, bon, on sait jamais si elle se rappelle de moi, peut-être. Donc je prends mon courage à deux mains, je l'appelle, j'explique la situation, et la surprise, me dit, Pablo, on va faire quelque chose. Et 12 heures après, elle me donne le contact d'un capitaine de l'armée espagnole. Et je l'appelle, et je lui explique la situation. Il est convaincu aussi qu'il faut sauver cette femme brillante, même s'il n'a aucun lien avec l'Espagne. Et 12 heures après, on reçoit le feu vert du ministère des Affaires étrangères espagnol et l'approbation du ministère de la Défense. Ils nous disent, dans 12 heures, on va évacuer votre ami. Mais ils nous disent rien d'autre. On attend, 12 heures passent, rien, 24 heures, rien. Il faut savoir que, bien sûr, il y avait aussi les Italiens qui étaient en train de travailler de leur côté. Enfin, on attendait, mais rien n'arrivait. Et on reçoit, 2 jours après, donc ça fait 48 heures qu'on attend. Il faut savoir qu'on faisait une veille permanente. Toutes les 2 heures, toutes les 30 minutes, la situation changeait en Afghanistan. C'était quelque chose de malade. On a eu énormément d'options, de possibilités que je ne vais pas vous raconter maintenant, parce que sinon ça durerait 2 heures. Je vais bientôt finir. Mais on avait par exemple la possibilité de la faire évacuer par voie terrestre, parce qu'on avait une carte colorée qui expliquait voilà, les territoires qui étaient pris par les talibans. Ça allait super vite. À un moment donné, on pouvait la faire passer par la frontière de Torkham, mais d'un coup on ne pouvait plus. Enfin voilà. Et en fait, IWC a été impressionnant pour ça, étant donné que j'ai eu la chance d'être éduqué pendant 2 ans avec des gens du monde entier. Quand moi je dormais, la singapourienne prenait le relais. Et donc c'est ça aussi ce qui nous a permis d'être à tout moment à ses côtés. Et donc... Est-ce qu'elle est sortie? Oui, elle est sortie. Mais 48 heures après, donc, on reçoit ce message des Espagnols qui nous disent « Racine, vous devez aller à l'aéroport. » Nous on se dit « Oh là là, une 3e fois, s'il te plaît, non. » Avec un foulard rouge et jaune aux couleurs de l'Espagne pour qu'on vous reconnaisse dans cette foule et on vous fasse sortir. Et 1 minute après, alors que ça faisait 6 jours qu'on n'avait pas entendu parler des Américains et des Canadiens, on nous dit « Attendez, ne la faites surtout pas bouger, Kaboul est minée, on va aller la chercher chez elle. » On leur dit « Mais quand ?» Ils nous disent « On n'a pas encore eu l'accord du gouvernement américain pour mener des opérations en dehors de l'aéroport de Kaboul, donc on ne sait pas. » Et alors là, on hésite. Est-ce qu'on l'amène une fois de plus à l'aéroport et on met sa vie en danger de celle de toute sa famille une fois de plus, ou est-ce qu'on attend les Américains qu'ils aillent la chercher chez elle? On prend la décision, je ne vais pas non plus vous détailler tous les facteurs, mais de la faire re-aller à l'aéroport. Bien sûr, elle nous dit « J'ai besoin d'argent, il me reste à peine quelques sous pour prendre un taxi et arriver à l'aéroport. Mais s'il arrive quelque chose et que je ne peux pas rentrer, je ne peux pas revenir chez moi. Comment je vais faire ?» On essaie de lui envoyer de l'argent, mais tous les transferts sont bloqués. On ne peut plus rien envoyer en Afghanistan. En plus, bon après je vais avoir des problèmes parce que c'est d'envoyer de l'argent en Afghanistan. Enfin voilà, ce sera un business pas possible. Et elle arrive à l'aéroport. Mais la situation s'est encore plus détériorée. Parce que cette fois-ci, on n'est pas face à un filtre de talibans et de soldats américains, mais on est à un filtre de talibans, puis un filtre de soldats de l'ISIS-K, qui est l'État islamique dans la province du Khorasan. À côté, les talibans sont des enfants de cœur. Vraiment. Je n'entrerai pas non plus une fois de plus dans les détails, mais c'est atroce. Et après donc, ce filtre de l'État islamique au Khorasan, il y a donc les soldats américains qui protègent l'aéroport, et puis dedans, c'est voilà, où Racine serait saine et sauve. Et du coup, Racine va passer le premier filtre, le deuxième filtre, puis moi je m'endors. Et le matin, je me réveille et je reçois une photo de Racine avec un bracelet vert au bras. Alors je comprends pas, et elle nous dit « J'ai réussi à rentrer, je suis dans l'aéroport, et ce bracelet signifie que je suis autorisé à monter dans un avion militaire espagnol. Je vais être évacué à Dubaï, de Dubaï à la base militaire de Torrejón de Ardoz, à Madrid. » Et donc, on reçoit 10 heures après la photo de Racine, toute souriante, sur le tarmac de l'aéroport, avec la ministre de la Défense espagnole et le chef d'état-major des armées. Et en fait, voilà, ils avaient eu vent de l'activisme de Racine et de toute son histoire, et ils avaient tenu à l'accueillir de la plus belle des manières. Et donc voilà, ça c'est pour l'étape de l'évacuation. Puis ensuite vient le nouveau départ. La députée européenne me dit que l'Espagne est peut-être un pays exceptionnel, mais que ça reste un pays
voilà, c'est pas, ils ont du mal ensuite à donner des aides, enfin, c'est un peu chaotique, quoi, très, très latin. Et donc, à partir de là, il y a tout le réseau IWC qui se met en place, un réseau de psychologues, de donateurs, d'avocats, d'enseignants qui vont la soutenir académiquement, financièrement, psychologiquement, scolairement et aussi légalement. Et donc, grâce à eux, on va réussir à subvenir à tous ses besoins pendant ces 6 mois à Madrid. Puis on va réussir également à que sa demande de visa au Canada aboutisse. Et puis, on va, et ça c'est la plus belle partie de l'histoire, aussi également faire qu'elle reprenne son éducation à IWC au Canada. Et donc, elle est en ce moment en train de finir sa première année à IWC Pearson. Voilà, merci. Vous avez complètement explosé les temps, mais je crois que vous avez fait la meilleure pub possible. J'allais vous demander, je vais vous poser... Bon, vous avez tout compris. Enfin, bref, voilà. Non, voilà. On ne peut pas ajouter quoi que ce soit. Merci à vous trois. En tout cas, vous avez vu l'histoire extraordinaire de ce réseau qui a pu aider là. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Rejoindre la salle, vous restez avec nous, de toute façon il y a un cocktail après, je suis sûr que vous savez, si vous voulez entendre d'autres détails de cette histoire extraordinaire, Pablo reste là. Mesdames et messieurs, je suis ravi maintenant de demander à Amanda Galsworthy, en fait, il faut vous dire, si je suis là, c'est parce que j'ai rencontré Amanda dans une conférence il y a, je ne sais pas, il y a 15 ans. Et puis on s'est revus dans le bric-au-marché de nos gens en retrou le jour. Et du coup, Amanda m'a demandé de présenter et de prendre connaissance de ce formidable réseau qui est UWC. Alors, pour présenter Amanda, chef d'entreprise responsable fundraising UWC France, vous avez le malheur d'être britannique comme moi, c'est pour ça que vous cherchez des haricots sauce tomate au coccinelle de nos gens en retrou, parce que voilà, il y a ça aussi. Vous avez fondé l'entreprise Alto International, une plateforme de services linguistiques pour les entreprises. Vous êtes tout de même interprète, vous êtes pas seulement britannique et française, vous parlez sans accent, contrairement à moi, votre langue maternelle, c'est l'espagnol version mexicaine. Enfin, c'est assez impressionnant. Et vous êtes membre du CA de UWC France, chargé de coordonner les levées de fonds annuelles, et c'est bien pour ça que vous êtes là. Merci. Merci Alex. Merci à vous tous d'être venus si nombreux ce soir. C'est merveilleux de voir beaucoup de gens que je connais, beaucoup de gens que je ne connais pas encore, et d'entendre ces témoignages qui, malgré ma connaissance de UWC, en fait, m'émeuvent toujours autant. C'est merveilleux d'entendre ça. Alors, je suis là à plusieurs titres, comme l'a dit Alex, en tant que Britannique, et donc du coup, je connais UWC depuis toujours, parce que contrairement à la France, les pays anglo-saxons connaissent très très bien UWC. En tant que membre du conseil d'administration, certes, en tant que parent d'une élève qui est partie en 2015 en Inde, à l'école UWC en Inde, près de Bombay, il y a quelques années de cela maintenant. Et surtout, je voulais être là, non seulement pour coordonner la levée de fonds, mais pour vous faire ce témoignage en tant qu'entrepreneur. Car j'estime, et j'ai toujours estimé, qu'investir dans ce système éducatif très particulier qu'est UWC, c'est avant tout investir dans notre avenir collectif. En effet, et vous l'avez compris en entendant les témoignages ce soir et en écoutant le film, c'est investir dans un réseau qui est tout à fait exceptionnel, un réseau de talents, un réseau de jeunes qui apprennent à penser autrement, on en a beaucoup parlé ce soir, qui sont adaptables, qui sont résilients. Ce qu'on vient d'entendre de la part de Pablo, je pense, en est l'illustration parfaite. Qui sortent de la pensée unique, qui apprennent à penser par eux-mêmes et à comprendre le monde dans sa grande complexité et sa multiplicité. Et comme nous le disons en anglais, d'ailleurs les Français utilisent cette expression également, they think out of the box. Et c'est en ça qu'ils sont absolument exceptionnels. Et que
la méthode et ce que leur enseigne le système UWC l'est aussi. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que nous les avons sélectionnés. Il y en a certains dans la salle, j'en ai vu 3, qui ont été sélectionnés cette année, donc ils ne sont pas encore partis, mais que nous avons identifiés comme la nouvelle cohorte qui s'apprête à partir. Et nous les avons sélectionnés parce que nous avons décelé chez eux un potentiel de curiosité, qui montre qu'ils ont le sens de l'initiative, de la responsabilité, qu'ils savent s'adapter. Et le fait même qu'ils aient postulé, parce que ce dossier, alors comme vous l'a expliqué Béatrice, la sélection est rigoureuse, mais il faut que le dossier de candidature soit monté par ces jeunes eux-mêmes. Il n'y a pas de parents qui inscrivent leurs enfants à UWC, ça n'existe pas. Il faut que le jeune ait fait la démarche de s'inscrire, enfin pas de s'inscrire, de se présenter, de candidater. C'est un dossier assez complexe. Et donc, ce qui nous permet à nous, le fait même qu'ils aient postulé de cette manière, d'appréhender ou d'essayer de comprendre leur maturité, leur curiosité sur le monde. Et c'est un peu comme candidater à un poste professionnel, alors que ces jeunes n'ont, somme toute, que 15-16 ans. Donc, c'est déjà un très bon indice pour nous. Et c'est donc à ce titre que je m'adresse à vous ce soir, vous, pour tous quasiment qui êtes là, en tout cas tous ceux que je connais, que j'ai invités, qui êtes dans l'univers des entreprises à divers titres, et qui savez mieux que quiconque combien ces qualités manquent souvent, et je parle là en tant que quelqu'un qui a beaucoup recruté, manquent à l'appel lorsqu'on cherche à recruter et à embaucher. Cette curiosité, ce sens de l'initiative et cette résilience. Alors, avec UWC, vous accédez à un réseau qui est mondial, un réseau qui existe depuis la création du mouvement UWC en 62, donc de quelques 60 000 anciens élèves, alumni comme on les appelle à UWC, de tous âges. Nous en avons même UWC vient de fêter ses 60 ans, et nous avons un Français qui est parti dès la première cohorte en 1962 à Atlantic College. Donc la France a compté dans les rangs des élèves de UWC depuis le début. Il y en a partout sur la planète, et vous l'avez vu dans le petit film, il y en a même un dans l'espace, enfin qui a été dans l'espace, puisque ça a été celui qui dirigeait le commandant de la Station Spatiale Internationale en 2021, un Japonais qui est passé par UWC Singapour. Donc cette participation, cette générosité qui permet à tous ces jeunes de partir est celle de gens que nous connaissons, beaucoup que nous ne connaissons pas, qui ont donné et qui ont permis à ces jeunes de suivre et d'accéder à cette éducation exceptionnelle. Ces dons, bon, ça c'est l'aspect pratique. Pour ceux d'entre vous, il y a des mécènes, des grands mécènes dans la salle, vous le savez, qui avaient déjà donné, vous le savez. Ces dons sont bien entendu défiscalisables à 66%, je crois, 66% pour les particuliers, à 60% pour les entreprises et à 75% pour ceux d'entre vous qui êtes assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, dernier point, cette année, nous avons vu un peu moins large que les années précédentes à cause des circonstances, l'inflation, la guerre en Ukraine, enfin toutes les raisons que vous connaissez. Mais nous voulions faire partir, nous espérons encore faire partir 10 jeunes, non pas les 15-16 habituels, mais 10 jeunes, dont seuls à ce jour 8 sont financés. Et afin de partir les autres, et non seulement de faire partir les restants, mais aussi de reconstituer nos propres réserves qui ont été très sérieusement entamées du fait d'une part de l'inflation, de la hausse du coût de la vie, mais aussi des problèmes de taux de change qui nous ont frappé de plein fouet, notamment avec les États-Unis. Il nous faudrait idéalement réunir quelques 90 000 euros. Donc, voilà la marche qui nous reste à monter, ou la pente très raide qui nous reste à gravir. Enfin bon, on vit d'espoir. Et pour vous expliquer comment faire ces dons si vous en avez envie,
vous avez un petit système que Alex va nous expliquer avec des QR codes et un truc tout à fait novateur pour nous. Voilà, merci beaucoup Amanda. Alors, Béatrice, le système QR code ne marche pas, c'est définitif. Oui. On va le faire sur... donc on ne va pas faire le QR code, c'est trop compliqué, c'est ça? Oui, alors en fait, certains d'entre vous ont envie de donner, d'autres n'ont pas envie de donner maintenant, donneront peut-être plus tard. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'on vous propose, c'est si vous souhaitez faire une promesse de don ce soir, ça nous permettrait à tous de savoir ce qu'on a réussi à récolter dans cette belle soirée, grâce à Maurice notamment. Et Maurice, je t'en remercie. Donc ce qu'on vous propose, c'est de prendre vos téléphones et de vous connecter au Wi-Fi Orange sans code. C'est très simple. Et puis, plutôt que de scanner le QR code, ce que vous pouvez évidemment faire, qui est sur le papier que vous avez trouvé sur votre chaise en arrivant, vous pouvez tout simplement aller directement sur le site www.slido.com, slido.com. Et là, on va vous demander de rejoindre un code événement que je vais vous donner. Donc je vais vous le faire en direct. Donc c'est le 378. Je vais trop vite? Ok. Donc vous êtes connecté au Wi-Fi? Ok. Donc on va attendre 2 secondes. On peut mettre un peu même de musique peut-être pour... Oui, un peu de musique d'accompagnement. Voilà. C'est une très bonne idée, Béatrice. Qu'est-ce que vous avez choisi? Parce il faut savoir qu'elle m'a envoyé plusieurs propositions de musique d'accompagnement. Donc laquelle a été Voilà, c'est une musique assez sympa du monde, parce qu'on est quand même une école du monde, évidemment. Qu'on n'entend toujours pas. Mais ça va venir. Mais ça va venir. D'accord. Là, on a fait... Est-ce que vous êtes tous connectés? Non, toujours pas. Le Wi-Fi marche pas? Non. Ah. Vous êtes connectés sur Orange? Ça marchait tout à l'heure. Wi-Fi Orange. Bon, on a la musique déjà, c'est pas mal. Ah. Donc si le Wi-Fi marche pas, c'est bon. Ah. Le Wi-Fi marche très bien. Donc. Remarquez, c'est bon signe, c'est parce qu'il y a tellement de connectés, peut-être ça fait sauter le Wi-Fi, donc c'est bon signe. Normalement, c'est compatible avec 150 connexions Wi-Fi. Donc pour ceux pour qui ça marche, je vous propose de taper le code, d'aller sur slido.com, slido.com, et de taper le code que je vous fais en direct à l'écran, 378 41 61. Voilà. Et là, vous arrivez comme sur mon écran. Là, on vous demande de renseigner votre nom. C'est quoi, encore une fois? Je vais vous donner le code à l'anglaise, parce que c'est comme ces numéros de téléphone. Vous savez, en France, on dit 278, 98, 92, voilà. Répétez très lentement. Alors, le code pour entrer, c'est 378. 378. 41. 61. 378 4161. Maurice va nous le faire en ourdou, très certainement. 378 41 61. Et avec ce code, vous devez être maintenant sur le site où vous avez la possibilité... De la conférence levée de fonds. Et là, vous rentrez juste votre nom. Donc moi, c'est Béatrice. C'est bon. Vous avez l'air maintenant connecté. Voilà. Je répète le code. 378 41 61. 378 41 61. 61. Ok. Et là, vous rentrez votre nom. Ça sera anonymisé, je vous rassure. Et vous faites I agree et join event. Donc, I agree et join event. Voilà. Et là, vous avez la question. Pour ceux qui souhaitaient faire une promesse de don ce soir, c'est le moment de le faire et de rentrer votre promesse de don. Et ensuite, à la régie, Stéphane va pouvoir afficher les résultats. C'est bon? Tu peux y aller. Ouais.
Ah, c'est tout petit. Voilà. Alors. Bien sûr que c'est anonymisé, heureusement. Donc voilà, on vous remercie parce que si on somme tout ça, Ah bah ça commence à venir déjà. c'est quand même, on n'est quand même pas très loin de l'objectif que nous a fixé Amanda, évidemment pas que pour ce soir, mais on pense qu'on va sérieusement contribuer à cet objectif. Donc merci à vous. Et Donc, vous voyez, pouvez ça- continuer, ça on commence va à laisser monter, ça à hein. l'écran. Donc, on vous laisse encore 2 minutes pour vous décider. Vous pouvez toujours décider après. Merci Ah bah, il y a à les vous. 5 000 euros. Hein. Il y a 2 fois 5 000 euros. C'est bien, 2 000 euros. Voilà. Amanda scrute les chiffres. Ben, c'est normal. Voilà. J'ai vu passer plusieurs 1000, 2000 et 5000. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces promesses de dons. On vous enverra des informations si vous souhaitez les réaliser, ce qui serait encore plus fabuleux pour nous. Merci pour tout votre intérêt pour notre ONG UWC France. J'ai pas totalisé, mais à mon avis, on est à 20 000. Hein. Bon, j'ai dit 1000, donc 1000, 400, 100, donc on descend à nouveau. 5000, donc voilà. 3000, je vais dire 300 000, ça aurait été pas mal. 1000, 3000, merci beaucoup. Mais même 300, 100, c'est même 50, c'est bien. 1000, 300, 100. Vous savez, en allemand, à Maurice, on dit Kleinvieh macht auch Mist. Donc le petit bétail fait aussi du fumier. Donc voilà, avec beaucoup de petits bétails, on peut faire beaucoup de succès. C'est ça le sens du proverbe allemand. Voilà, 5000, 2 fois 5000 pour terminer, c'est pas mal. 2000, déjà, moi je dirais qu'on est peut-être à 20 000. Oui, un grand merci parce que... La nouvelle, c'est qu'on est apparemment à 25 000. 25 000, bah, vous pouvez nous applaudir. Je voulais juste merci beaucoup, vous vous êtes applaudis, merci de votre générosité. Je voulais aussi remercier Maya Brown de nous accueillir, Stéphane Ténier, sa société NetSupra, ainsi que Brahima, que vous pouvez applaudir parce que c'est le contenu et toute l'équipe de UWC, les anciens élèves ou parents portent un badge. Si vous voulez leur poser des questions, il y a parents qui est marqué, par exemple, parfois. Vous pouvez leur poser des questions et nous vous invitons tous maintenant, pour des questions aussi bien sûr à Maurice et aux anciens élèves, si vous voulez avoir la suite de l'histoire avec Pablo, je suis sûr qu'il ne sera pas réticent à vous raconter d'autres détails croustillants. Donc merci beaucoup et on applaudit surtout Béatrice et Amanda. Qui a eu la gentillesse de mener avec beaucoup de brio cette soirée. Merci Alex d'avoir répondu présent ici. Merci encore à vous tous d'être là, de nous soutenir et de partager ce moment. Je suis très émue parce que franchement, je ne m'attendais pas à autant de générosité. Merci.